Les débats aujourd'hui, on commence un petit peu en retard parce que l'interview avec le syndicat des commissaires de police Mathieu Valette était absolument passionnant sur cette violence contre les policiers. On va parler, on va y revenir, policiers en civil agressés, de plus en plus de violence. On va revenir aussi sur les rodéos urbains qu'on a un petit peu évoqués avec cette condamnation. Ça tombe bien qu'on ait un avocat avec nous condamné à 8 mois de prison avec sursis et ils ont dit qu'il recommencerait. Le retour du masque à l'école et puis les mairies qui ne respectent pas les 35 heures. J'espère qu'on respecte les 35 heures chez vous, chère Florence Berthoud. Ne cherchez pas. Régis de Castelnau, avocat, votre blog Vue du droit. Vous avez publié Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national. Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement de Paris. Et Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Bonjour à tous. Bonjour. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Ce qui a retenu votre attention aux uns aux autres. Florence, c'est l'actualité. Je commence avec vous, puisqu'hier était décerné le prix Goncourt. Ben oui, à Bougard-Sarr. Mohamed Bougard, oui. La plus belle secrète mémoire des hommes. Oui, moi je sais que j'aime bien. Il y a tellement d'occasions de faire des coups de gueule. Alors j'essaie vraiment de faire des coups de cœur. Mais parce que derrière ça, c'est très symbolique. D'abord, c'est un jeune, 31 ans. Franchement, le prix Goncourt, il est très jeune. Il est totalement francophone. Il écrit d'une manière éblouissante. Et on a toujours dit que le Goncourt, c'était les grandes maisons d'édition qui se partageaient ça, avec des noms super connus. Alors, franchement, peu connaissaient, sauf dans les milieux autorisés, comme on dit, cet artiste très prometteur, qui a fait des résidences, comme quoi ça sert, les résidences pour écrire, et qui a été édité, ses premiers, par Présence africaine, qui est une petite maison d'édition située dans le 5e arrondissement, qui est historique et qui fait beaucoup pour la francophonie. Donc, bravo, 31 ans, écrit en français, pas une star, une petite maison d'édition pas connue. Et je trouve que ça donne des raisons d'espérer. Donc, je voulais faire ce coup de cœur là-dessus. Et c'est la francophonie, puisque Amélie Nothomb, qui est belge, a obtenu le Renaudot. Elle a obtenu le Renaudot. Et comme chacun sait, c'est un tremplin. Le Tellier pour l'Anomalie l'année dernière, ça a été un tremplin extraordinaire. Alors que le prix avait été... Je pense que celui-ci sera un petit peu, je voyais ce matin, les journalistes qui prenaient un peu des pincettes en disant un livre exigeant. Donc ça veut dire que... Bon, vous savez, je faisais une émission littéraire ce matin. On a parlé du journal d'un fou de Gogol. Je crois que le journal d'un fou, tout le monde peut le lire. C'est aussi exigeant. Ça, il est clair que si vous demandez à son auteur de quoi parle le bouquin, il aura beaucoup de mal à vous dire. Mais vous pouvez y aller et vous pouvez pignocher. C'est des livres où on peut aller aussi au milieu, à la fin, etc. Et ça parle vraiment aussi des enjeux de la littérature. Ça sert à quoi? Stéphane nous dit un petit coup de wokisme, le Goncourt, point d'interrogation. Non. Je voudrais rajouter une petite chose, moi. Il est sénégalais. Moi, je connais assez bien le Sénégal. C'est une francophonie très littéraire. Il y a un amour de la langue française. C'est pas les premiers écrivains. Je me rappelle très bien que nous avions le président Senghor qui était agrégé de grammaire française, excusez du peu, et son principal opposant qui s'appelait Cheikh Anta Diop. Oui, il avait fait Normal Sup. Et Cheikh Anta Diop qui était agrégé de lettres classiques. Moi, je l'ai connu. Il lisait le grec ancien dans le texte. Et puis un peu comme Boris Johnson était capable de proclamer des vers de l'Iliade et l'Odyssée. Donc il y a un vrai goût. Les avocats, il y a un concours d'éloquence chez les avocats sénégalais. Il y avait dans le temps. Je veux dire, il n'avait rien à envier. On l'a remis à l'odeur à la Sorbonne pendant le festival Quartier du Livre que j'organise d'ailleurs. Et il y a un concours d'éloquence et dans les participants, il y a des étudiants qui viennent d'universités francophones et qui ne sont pas en France. Voilà. Mais ça, c'est un autre sujet parce que la francophonie, elle se porte très très mal. La réalité derrière ça. Très 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 mal. Kevin, non. Vous lirez le Goncourt, voilà, je lirai le Goncourt. Sur les jeunes, Nicolas Mathieu, il avait moins de 30 ans, je crois, quand il l'a eu il y a 3 ans, je crois. Il est assez... Alors, il ne faut pas non plus faire de jeunisme. Vous allez aller dans le sens de notre auditeur en disant
du vous savez, j'ai eu la chance de diriger une chaîne qui s'appelle TV5 Monde, qui est une chaîne francophone dans le monde entier, qui propage notre belle langue partout. Et je sais à quel point, dans certains territoires, et notamment en Afrique, la langue française est précieuse. Je regrette souvent que, malheureusement, les instituts français aient moins en moins de moyens, et que cette belle langue qu'on nous envie dans le monde entier laisse la place à des langues plus utiles, entre guillemets, comme l'anglais, des langues commerciales, alors que c'est une langue du cœur et qu'il faudrait réinvestir, parce que le premier pas de la conquête commerciale, c'est la conquête culturelle, et nous avions un train d'avance, on a maintenant un train de retard, et je le regrette. Allez, on marque une pause, c'est l'heure du journal et on continue à commenter l'actualité sur Sud Radio avec vous. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Régis de Castelnau, avocat, votre droit vu du blog. Et qu'est-ce qu'il y a? Vu du droit. J'ai dit vu du blog. Votre droit vu du blog. Ah oui, j'étais préoccupée par notre conversation précédente. Oui, je commençais à m'inquiéter. C'est-à-dire qu'on discute beaucoup en plateau. Absolument. Des choses qu'on ne pourrait pas dire sur le plateau. Parce que, évidemment, on serait poursuivi là. Vu du droit, c'est votre blog avec des billets très pertinents à chaque fois. Une justice populaire, un livre indispensable aux éditions. Politique. Qu'est-ce que j'ai dit, populaire? Mais parce que tous les mots se mélangent. Je vais commencer peut-être à les consulter parce que vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire et vous avez publié une justice politique aux éditions L'Artilleur. Laurent Jacobelli, je ne vais pas me tromper, vous êtes porte-parole du Rassemblement national. Bon. Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement de Paris. Et Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Mais j'ai des origines provinciales, donc je me rattrape quand même. Merci d'être supportif, c'est un mot anglais, mais d'être là et de me soutenir. Policiers en civil agressés doivent-ils pouvoir utiliser leur arme de service? En même temps, on a eu un peu la réponse tout à l'heure avec Mathieu Valette sur ce policier qui a été agressé par 3 délinquants de façon absolument ignoble. Est-on trop laxiste d'une manière générale? Est-ce que la justice est trop laxiste, en particulier avec les rodéos urbains? Une décision de justice, 8 mois de prison avec sursis pour un de ces Dalton, et puis le retour du masque à l'école. On parlera de tous ces sujets avec vous. Laurent Jacobelli, vous, c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule sur la crise du carton qui s'annonce. Alors vous allez me dire, mais quelle lubie m'a pris ce matin en me réveillant de vous parler du carton? Parce qu'on nous annonce que pour les fêtes de Noël, les jouets, les chocolats ne pourront plus être emballés dans du carton parce qu'on va vers une pénurie. Alors vous allez me dire, ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas. D'abord, on s'est aperçu que la France n'était plus capable de produire des vaccins, ni même d'avoir des masques. Et on nous a dit, oui, c'est une pénurie, mais c'est une crise exceptionnelle, il y en a une tous les 100 ans. Bien. On s'est ensuite aperçu qu'on ne pouvait plus fabriquer de voitures parce qu'on ne pouvait plus importer de puces électroniques. Et là aussi, nous n'en fabriquions plus. Et on s'est dit, oui, mais là, c'est de la technologie. Et maintenant, on s'aperçoit qu'avec des biens du quotidien, comme le papier et le carton, nous ne sommes plus non plus capables de produire nous-mêmes ce que nous consommons, et nous sommes obligés de l'importer, notamment de Chine. Et ça montre qu'on est dépendant surtout et partout, demain pour l'alimentaire, pour les biens d'usage quotidien. En perdant notre souveraineté industrielle, on a perdu notre liberté, et la Chine, qui est en train de repartir économiquement, se donne elle-même la priorité. On ne peut pas l'en blâmer. Par contre, on peut blâmer aux dirigeants de ne pas avoir donné la priorité à l'industrie française. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on se ressaisisse très très vite, qu'on réimplante des industries en France et qu'on relocalise. Imaginez, la France en Europe, c'est une forêt. Moi, je suis élu du Grand Est où il y a les Vosges. Imaginez qu'on manque de papier et de carton en France, c'est décrire la folie mondialiste dans laquelle on est. Peut-être qu'on en consomme un peu moins aussi. Aujourd'hui, nos arbres partent en Chine, sont transformés en Chine et ils reviennent en France. C'est un saccage écologique, non pas parce qu'on détruit des arbres, mais parce qu'on les transporte d'une partie de la planète à l'autre. Et c'est un saccage en termes d'emploi et en termes d'industrie. Il faut qu'on se ressaisisse. La mondialisation est devenue folle. Et demain matin, les Français vont pouvoir manquer de tout parce qu'à l'autre bout du monde, on en a décidé ainsi. Il faut qu'on reprenne les rênes de notre économie. Ce sont des pénuries mondiales, mais qui nous mettent dans cette situation de dépendance. J'ai vu que certains livres ne pourront pas être édités. Oui. Effectivement, les cadeaux de Noël, certains ne pourront pas être produits puisqu'on manque de ces boîtes en carton. Alors, je voulais ajouter une chose. J'ai hésité ce matin sur mon coup de gueule et je voulais parler du marché passé par l'armée française, gendarmerie comprise, pour les pulls. Pour ces pulls. Donc, il y a une entreprise qui faisait ça, qui fournissait l'armée, dont la gendarmerie, ces fameux pulls bleus qu'on connaît bien. Eh bien non, ce sont les Chinois.
donc qui ont eu ce marché, c'est hallucinant, je veux dire. Surtout que sur le plan juridique, il était tout à fait possible de mettre des clauses de mieux-disant social, de mieux-disant local, etc. Et donc, on vient nous dire qu'il faut réindustrialiser, que ceci et que cela, et à la première occasion, l'armée, excusez-moi, l'armée dit non, je me sers chez les Chinois. La commande publique doit revenir à des entreprises françaises. Oui, mais encore faut-il qu'elles existent. Mais là, elle existe. Oui, là, elle existe sur le textile, mais sur le carton, sur le papier. On avait des imprimeries qui d'ailleurs existent encore, pour certaines, formidables, notamment dans l'Est de la France, mais il y en a ailleurs. Regardez pour les masques. On a encouragé des entreprises françaises à fabriquer des masques. Eh bien, ces entreprises sont au bord de la faillite, alors que 95% de la commande publique, vous m'avez bien entendu, vient de Chine. Donc, il y a une espèce d'aberration. D'un côté, on investit dans des entreprises, et puis au final, on ne leur passe pas commande. Il y a urgence stratégique à réagir autrement. Oui, Florence. Je suis d'accord sur le caractère totalement aberrant de ce système. Il faut aussi dire très franchement qu'il faut qu'on arrête de consommer des cartons comme on les consomme aujourd'hui dans tous les pays occidentaux. Toutes les grandes marques, qui d'ailleurs ont leur siège social à l'extérieur de la France, Ikea, Habitat, etc., on ne va pas leur faire de publicité, mais toutes les livraisons se font avec des cartons absolument hallucinants. Et quand vous vous baladez, par exemple, dans Paris, au hasard, vous avez ces cartons-là qui jonchent des rues entières. Tous les jours. Donc, il faut aussi diminuer. Je partage pour le coup ce coup de gueule. Une fois n'est pas coutume, mais je le partage totalement. Mais il faut aussi avoir le courage de dire qu'il faut qu'on diminue notre consommation sensiblement. On ne peut pas continuer à avoir le moindre truc qui est empaqueté. Amazon vous envoie des trucs. Je dis vous envoie des trucs. Moi, je ne commande jamais par Amazon. C'est un principe. J'essaye de consommer français. Parce que ça démarre par là, que chacun d'entre nous s'applique ses propres exigences. Donc, je ne consomme pas Amazon, mais disons-le, on a des enfants qui ont tendance à consommer un peu Amazon. Mais quand on vous envoie un petit truc qui va être gros comme le pouce, vous pouvez avoir un carton qui va être énorme. Oui, c'est absolument incroyable. Moi, je crois qu'il est facile d'acheter français, en effet, quand on vit à Paris, quand on a un bon salaire, etc. Mais le problème, en effet, c'est toutes ces classes populaires qui ont déjà des problèmes de pouvoir d'achat. Pour eux, le Made in France, en fait, c'est un véritable sacrifice. Donc, c'est un luxe. Donc, peut-être, en effet, qu'il faut s'interroger sur toutes les taxes auprès des entreprises, etc. Parce qu'on ne relocalisera pas avec des prix bas si on ne libère pas, notamment, l'entrepreneuriat dans notre pays. Et puis, on a les écolos. Si on veut plus faire de carton, d'utiliser le carton pour les emballages, les écolos vont nous dire à bas le plastique. Il y a des mesures qui ont été prises. Il y a de la communication par les entreprises de dire non, c'est fini, nous on n'utilise plus de plastique, c'est pas écolo, on utilise du carton. Alors votre coup de gueule, Régis. Moi, mon coup de gueule, j'en ai un quand même. Bon, c'est un peu pour ma boutique. Et on en parlera tout à l'heure à propos de ces décisions de justice. Je constate que la magistrature et la justice française sont en roue libre. Donc, il y a eu une affaire assez spectaculaire où, pendant 5 ans, avec une enquête secrète, des avocats ont été surveillés, ont été, passés au scanner, etc., pour savoir si c'était pas l'un d'entre eux qui avait prévenu Nicolas Sarkozy qu'il était sur écoute. Moi, je sais que tous les avocats de France savent très bien qu'ils sont en général sur écoute. Plus personne ne sert de ce téléphone. Oui, le secret professionnel n'existe plus. Et alors, il y avait une procédure qui a été faite pour faute lourde de l'État. Eh bien, les mêmes magistrats ont dit que c'était formidable, qu'il n'y avait aucun problème, et qu'on pouvait surveiller les avocats comme on voulait. Alors, je vais ajouter une petite anecdote personnelle et que Madame Berthoud comprendra. Je suis ami avec Thierry Herzog, donc les avocats, on voulait savoir... expliquez pourquoi, je vais comprendre. Non, vous allez voir, je suis ami avec Thierry Herzog. Ça pourrait être mal interprété. Et Thierry Herzog avait son bureau à 3 étages au-dessus du mien. À 3 étages au-dessus du mien. Donc moi, je ne téléphonais pas à Thierry, je prenais l'ascenseur. Donc je n'ai pas été surveillé. Peut-être qu'il y avait des micros dans l'ascenseur. Non, allez savoir. Dans l'enquête, je ne suis pas cité. Kevin Bossuet, un coup de gueule. Oui, donc un coup de gueule contre les éoliennes, qui sont des armes de destruction massive pour nos oreilles et pour nos yeux. En effet, les éoliennes
continue à s'imposer dans le paysage énergétique français, puisqu'en 2018, c'était 5,6% de la consommation électrique en France, et aujourd'hui, on est à plus de 8%. Donc le problème, c'est que, comme je viens de le dire, c'est que ça détruit nos paysages. C'est une horreur, notamment pour les habitants qui vivent autour de ces éoliennes. Et le pire, c'est que ça détruit également la faune, puisqu'il y a des espèces protégées, notamment des oiseaux, qui sont tués parce que tout simplement, ils foncent dans les pales. On estime qu'une éolienne tue en moyenne entre 0 et 18 oiseaux, ce qui est tout à fait colossal. Mais outre cela, le pire, c'est que les éoliennes, c'est une arnaque écologique, en fait. Ce n'est pas du tout écologique. Et financière. Et financière également, puisqu'en fait, les éoliennes, ça marche en fonction du vent à 75-80% du temps, et on est obligé de coupler cela, notamment avec l'utilisation d'énergies fossiles, comme le pétrole, comme le gaz, et même les Allemands ont réouvert, notamment leurs vieilles centrales à charbon qui polluent énormément. Les pales, elles ne sont pas biodégradables, donc les pales polluent. Et on parlait de Made in France, mais les turbines des éoliennes ne sont pas fabriquées en France, sont fabriquées en Chine. Donc la vérité, c'est que l'éolienne, c'est un truc de bobo imposé par les gens des villes, notamment aux ruraux. D'ailleurs, dès qu'on impose une éolienne quelque part, il y a des recours judiciaires. 75% des poses d'éoliennes donnent lieu à des recours judiciaires. Et c'est la vérité, c'est que l'avenir, c'est le nucléaire. Le nucléaire, c'est l'énergie la plus propre, c'est l'énergie qui pollue le moins. Il y a beaucoup moins de CO2, et en plus, c'est une épopée scientifique formidable. C'est plus de 200 000 emplois dans notre pays, c'est plus de 2500 entreprises, et je ne comprends pas comment la gauche a réussi à imposer ses dogmes dans notre pays et nous faire abandonner notamment le nucléaire qui est magnifique, notamment pour nous faire prendre des éoliennes qui ne tiennent absolument pas la route. Donc ce n'est pas un gros mot. Vive le nucléaire, c'est l'avenir, c'est l'énergie de demain, et c'est l'énergie la plus écologique et la plus propre. Alors hier, on avait un coup de cœur de Mehdi Ouraoui sur un documentaire qui expliquait les failles. Je crois que c'était Mehdi, je ne sais plus. Des blagues. Les failles de l'accident nucléaire auquel on avait échappé, et tous les débatteurs sur le plateau étaient d'accord pour dire que le nucléaire était dangereux. Et là, c'est l'inverse ce matin. Non, mais écoutez, c'est l'énergie la plus propre, la plus technologique, celle où nous sommes en pointe, la France. Il n'y a plus tant de domaines, malheureusement, on peut le déplorer, où nous sommes en pointe, et on nous impose ces éoliennes qui sont une espèce de fantasme écologique que les Verts ont réussi à vendre à peu près à tous les partis politiques pour se donner bonne conscience. Or, les éoliennes, ça ne produit de l'électricité que 25% du temps. 25%. Il faut le dire. Le reste du temps, il faut combler avec d'autres énergies, et comme on est dans la fin du nucléaire annoncé, eh bien, on comble par des énergies qui polluent beaucoup. C'est tout le scandale de l'Allemagne, vous l'avez dit, Kevin Bossuet, qui aujourd'hui produit avec des centrales à charbon, ce qu'il y a de pire. Et donc, il faut résister à ce diktat des Khmers verts. Et vous disiez que la gauche avait succombé, mais la droite aussi. Moi, dans mon conseil régional, qui est soi-disant tenu à droite par le Grand Est, eh bien, on subventionne à tour de bras des éoliennes. Pourquoi ? Parce qu'on dit, vous voyez, je suis écolo. Mais c'est faux. C'est faux. Je suis pas d'accord. Mais il y a aussi des intérêts financiers derrière. C'est une affaire en or. Mais voilà. Mais il faut dire la vérité. Des intérêts croisés, avec de la corruption, je pèse mes mots, pas corruption avec des valises qui circulent, mais moi je l'ai vu il y a une quinzaine d'années, le virage a été pris par des grands opérateurs, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, c'est ultra subventionné, EDF achète à un prix exorbitant l'électricité produite. Alors, les Khmers verts, ils ont bon dos. Mais attendez, regardez avec les crédits carbone, etc. À chaque fois, le greenwashing, ça existe, mais il y a aussi le capitalisme vert. Alors, on va marquer une pause, on revient dans un instant avec vous, et on va revenir sur le laxisme peut-être de la justice. Est-elle laxiste ? À tout de suite. Tour à l'antenne sur Sud Radio avec vous jusqu'à midi. Alors, deux petites remarques. L'une pour Florence Berthoud, un auditeur vous dit que Amazon distribue des entreprises françaises. Oui, donc aussi, on peut commander... oui, bien sûr, mais pas que. Mais pas que. Et puis un autre auditeur m'envoie un papier tout à fait intéressant sur l'armée française qui a choisi effectivement les pulls chinois. Mais alors écoutez, quand vous dites qu'il faut relocaliser, alors d'abord on manque de laine en France, on manque pas que de carton. Et en France, le coût minute d'une personne qui travaille dans la confection est de l'ordre de 0,50 centimes d'euros. Au Portugal, 0,30 centimes. En Tunisie, en Roumanie, 0,13. Et en Chine, 0,05 centimes d'euros. 10 fois moins cher que la France. Donc vous pouvez relocaliser tout ce que vous voulez. Quand vous regardez la ligne du bas... Vous vous rendez compte les coûts indirects ? On va mettre 40 personnes au chômage. L'impact sur la vie de la nation. Je ne vous dis pas le contraire.
Je ne vous dis pas le contraire. Je vous donne des chiffres. La Chine est beaucoup plus chère pour nous. C'est une évidence. D'abord, effectivement, les entreprises sont matraquées de taxes. C'est vrai, il y a un effort à faire de ce côté-là. Mais il y a aussi un modèle social français qui fait qu'effectivement, un salarié français coûte plus cher qu'un salarié chinois. Et moi, je ne souhaite pas que nos salariés soient traités de la même manière que les salariés chinois, ni même nos enfants d'ailleurs, au travail. Et donc, quand il y a un tel écart entre la protection sociale d'un pays et la nôtre, entre le droit des enfants au travail et le nôtre, les droits environnementaux et le nôtre, il faut des taxes à l'entrée qui rétablissent un équilibre. Ces taxes qui disent, eh bien, effectivement, vous produisez dans un pays où il n'y a pas de normes environnementales, où vous travaillez avec des enfants. C'est ça, il y a les normes RSE, c'est ce que dit cet article tout à fait intéressant. Et là, vous verrez que ce sera un commerce mondial équitable et juste. Ce qui n'est pas admissible, c'est que ce soit l'État. C'est un blasphème, ça s'appelle le protectionnisme. Ce qui est choquant, c'est que ce soit l'État qui ne soit pas vertueux dans ce type de commande. Florence, parlez bien dans le micro. Je voudrais quand même, je voudrais quand même rappeler que l'administration, les administrations d'ailleurs, partout, pendant toute la période Covid, n'ont absolument pas anticipé ce qui allait se passer à la sortie. Et moi, je l'ai vécu sur des marchés où je ne cessais d'appeler en disant « Mais attendez, il y a bien un moment, on va en sortir. Donc oui, de la végétalisation. Ah ben, donc, tout le monde a été à l'arrêt dans l'administration, il faut le dire, dans l'administration, avec aucune anticipation. Donc, quand vous anticipez pas et que vous allez rédiger un cahier de consultation et on vous dit le budget du ministère de la Défense, je suis pas en train de dire que c'est bien, attendez, mais on va vous dire le budget du ministère de la Défense, voilà, il faut faire tant et tant d'économies et qu'on va faire une énorme commande, je sais pas, j'ai pas en tête, mais c'est sans doute c'est plusieurs millions d'euros. Évidemment, si vous voulez le différentiel de prix, vous ne pouvez plus lutter, alors que vous pouvez tout à fait contourner au moins en partie cet obstacle, d'ailleurs en divisant les commandes de marché. Ce que les fonctionnaires ont horreur de faire. Voilà. Donc, il y a des moyens. Je dis, il y a aussi des moyens, non pas pour ne pas appliquer la loi, mais pour l'appliquer, comme on dit, avec discernement. C'est du saucissonnage que vous proposez. On peut faire plusieurs commandes. Je peux vous dire que vous aurez le PNF sur le dos. De toute façon. Allez, je voudrais qu'on parle de ce jugement. Un motard, donc membre du collectif des rappeurs lyonnais qui sont appelés les Dalton, qui régulièrement font des rodéos place Bellecour, en plein centre de Lyon. Donc un de ces Dalton a été interpellé et condamné en comparution immédiate à 8 mois de prison avec sursis. Le procureur avait réclamé 8 mois avec sursis, 8 mois, donc 4 fermes. Donc le magistrat a estimé que 8 mois avec sursis, c'était mieux. Il a écopé de cela, plus une amende de 100 euros. 100 euros. Vous ne portez pas votre masque, c'est 135 euros. C'est ce que nous disait tout à l'heure Mathieu Valette. Il n'a plus le droit de conduire une moto, et il devra suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ce collectif continue de diffuser des vidéos sur son compte Instagram. Ils ont dit qu'ils recommenceraient et qu'ils seraient partout dans plusieurs villes. On peut s'interroger quand même. Alors peut-être l'avocat. Moi, je ne m'interroge plus depuis un moment, mais. C'est évident que... Non, mais quel signe on envoie à ces gens qui vont prendre de la prison avec sursis ? On envoie le signe que j'insiste, cette magistrature qui a matraqué les Gilets jaunes, il y a un nouveau rapport d'Amnesty International qui vient de sortir à ce sujet, dès lors qu'il s'agit de cette délinquance-là, il y a d'autres reproches à lui faire, j'en ai pas mal. Mais dès qu'il s'agit de cette délinquance-là, il y a une idéologie, il y a une culture particulière qui se met en œuvre. Et on a effectivement une justice qu'on peut accuser là-dessus de laxisme. Vous dites une chose très importante. Quel message on envoie ? Alors attention, je ne suis pas pour une justice exemplaire, une justice pour l'exemple qui n'est jamais exemplaire. Je fais mienne cette phrase. Mais il s'agit bien de dire, attendez, on hiérarchise dans la vie sociale ce qui est grave et ce qui l'est pas. Aujourd'hui, le vol de pommes qui était très dans les vergers, qui était très réprimé au 19e siècle, c'est quasiment terminé. En revanche, ça, les magistrats considèrent qu'ils n'ont de compte à rendre à personne là-dessus. Il faut le savoir. Ils sont aujourd'hui une puissance qui est devenue une puissance politique. Ils mettent en examen, sur des bases juridiques absurdes, Madame Buzyn, et Dieu sait si je l'aime pas, Éric Dupond-Moretti. Ils ont effectivement une
emprise, et l'affaire des sondages de l'Élysée le démontre aussi, et donc ils considèrent, pour des raisons politiques, idéologiques, culturelles et sociologiques, qu'ils doivent, eux, dire ce que la société peut supporter, pas supporter, etc. Non, je trouve ce que vous venez de raconter, mais c'est gravissime dans le principe, mais malheureusement, c'est tous les jours. Oui. Dans notre pays, aujourd'hui, on peut tirer au mortier sur des policiers, on peut incendier des voitures, on peut faire des rodéos qui d'ailleurs parfois tuent des personnes. Je rappelle que 2 personnes de plus de 70 ans sont mortes à cause de ces rodéos, sans n'encourir aucune peine réelle, c'est-à-dire que c'est un blanc-seing pour l'immunité totale. Il y a en France 2 sortes de citoyens. Vous et moi, Valérie Expert, si demain on fait un excès de vitesse, on nous enlèvera des points de permis. Si on ne porte pas notre masque, vous l'avez dit, on aura 135 €. Et si on a le malheur de s'attabler à une terrasse sans passe sanitaire, là aussi, le gendarme nous pénalisera en faisant respecter la loi. En revanche, dans certaines banlieues, eh bien là, c'est open bar. Tout est possible. On peut agresser, on peut menacer sans que rien jamais n'arrive. C'est la logique. Dans une banlieue, hein. C'est la logique. En plein centre. C'est la logique de l'excuse. C'est la logique du les pauvres voyous finalement sont des victimes de notre société qui n'a pas assez investi dans certains quartiers, qui est soi-disant raciste. Eh bien, il faut remettre l'église au milieu du village. Il faut d'abord les arrêter. Ensuite, les juger très vite et faire appliquer les peines. On ne peut pas avoir d'un côté les honnêtes citoyens qui craignent la justice, qui ne leur pardonnera rien, et des voyous qui mettent au défi la France, qui mettent au défi les honnêtes gens et qui, eux, n'encourent rien du tout. C'est ce que disait Mathieu Valette tout à l'heure. C'est la guerre des gangs. Le problème des Dalton, c'est qu'en face d'eux, ils ont des juges rentre en plan et non pas des juges Lucky Luke. Bravo. Non, c'est une bonne phrase. Oui, je suis d'accord avec ça. On a une justice qui tend à culpabiliser les victimes et à victimiser les coupables. Et c'est vrai que c'est beaucoup de juges, pas tous évidemment, sont dans une forme d'idéologie 68 art, nous parlent de réinsertion, nous parlent de culture de l'excuse et ne s'intéressent jamais aux victimes, alors que les vraies victimes, ce sont par définition notamment les victimes. Et de manière plus générale, ce qui se passe en banlieue autour des rodéos, c'est juste incroyable. On assiste en fait à une privatisation de l'espace public avec un sentiment d'impunité qui est tel que ces jeunes qui font ça ne sont pratiquement jamais arrêtés. Et les flics n'osent même pas les arrêter parce qu'on leur dit finalement n'arrêtez pas ces gens-là, vous allez les blesser. Ils ont l'ordre de ne pas les arrêter, mais on s'en fout. Ces gens avec les rodéos mettent les autres en danger. C'est juste incroyable. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on est au-delà. On est dans une forme d'idéologie où on nargue la justice, on nargue l'État. Rappelez-vous ce qui s'était passé à Lyon. Vous aviez des rodéos devant la fenêtre du maire. C'est une pure provocation. Et puis derrière, il y a le prisme des réseaux sociaux où on essaye de provoquer, on essaye de choquer pour se faire connaître. C'est exactement le cas notamment de ces rappeurs qui ont voulu atteindre une certaine célébrité en commettant le mal. Et de manière générale, je trouve qu'il y a une inversion des valeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on commet des choses qui sont pas bien, quand on insulte, quand on provoque, finalement, c'est valorisé. Et quand on agit comme un honnête citoyen, finalement, ça n'intéresse plus personne. Et c'est grave puisque la société française est en train de mourir de cette idéologie qui a commencé en mai 68. Alors, on marque une pause et Florence Berthoud, je vous donne la parole après. C'est à suivre sur Sud Radio. Sud Radio, 10h midi. Valérie. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Oui, alors attention, on est à l'antenne. On parlait de frasques, voilà, non pas de vous. Florence Berthoud, on parlait de ce jugement, donc 8 mois de prison avec sursis, donc pour un des Dalton, donc qui font des rodéos urbains. Je précise que les 2 motos utilisées pour le dernier rodéo ont été saisies par la police et qu'elles étaient évidemment volées. Donc ceux qui disent il faut saisir les véhicules, 8 mois avec sursis. Encore une fois, je repose la question, quel message on envoie? Non, mais tout le monde l'a dit, et je pense que quand même les gens de bon sens, mettons de côté les étiquettes politiques des uns et des autres. Les gens de bon sens considèrent que c'est quand même du grand n'importe quoi. Bon. Mais derrière cette affaire-là, d'abord, il n'y a pas, ça n'est pas qu'une question de banlieue où on a tendance un peu parfois à caricaturer. C'est en plein cœur de Lyon, qui est, que je sache, pas une banlieue. Bon. Mais les gens venaient d'où? C'est la question. Oui, mais bien sûr, mais bon, enfin, c'est en plein cœur. Donc, la réalité, c'est qu'en France aujourd'hui, on a une société qui est
totalement divisé, qui s'enferme dans une forme de violence qui a imprégné tous les stades de la société, parce que derrière tout ça, on ne va pas faire de l'arithmétique, mais toutes les stats montrent que quand vous regardez les comparutions immédiates, quand vous regardez les plaintes, quand vous regardez, vous voyez que il y a au moins 2000 agressions par jour, il n'y a jamais eu autant d'homicides. La France est le pays d'Europe où, derrière les petits pays, Lituanie, Lettonie, on est celui où il y a le plus d'homicides. Un pays où il y a des féminicides, les féminicides n'ont jamais été aussi bas et on en a plus de 100 par an. Vous imaginez? Non, mais tout ça crée une espèce d'état d'esprit qui est un état d'esprit que finalement la violence c'est un exutoire un peu naturel. Et concernant les magistrats, parce qu'il y a quand même un problème, je veux dire aujourd'hui en France, c'est quand même un vrai sujet. Pas plus qu'un élu n'est au-dessus des lois, pas plus qu'un prof n'est au-dessus des lois, un magistrat n'est au-dessus des lois, et nous ne sommes pas des directeurs de conscience. Et quand je regarde des décisions comme celle que vous évoquiez, on a l'impression qu'à un moment donné, on a un magistrat qui finalement, derrière une décision de justice, s'érige un peu en directeur de conscience. Alors, les directeurs de conscience du 19e siècle, c'était on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, on avait le droit de rien. Et maintenant, c'est la liberté à tous les étages. Mais elle s'arrête, cette liberté, là où doit démarrer celle de l'autre. Alors, on n'était pas au procès, effectivement, mais... c'est assez simple à juger. Est-ce que je peux mettre les pieds dans le plat? Allez-y, Laurent parce Jacobelli. que vous avez raison sur tout ce que vous dites, hein, les homicides, les cambriolages, mais il y a plusieurs sortes de violences. Il y a un ensauvagement de la société qui font qu'aujourd'hui, ce qui était l'apanage des banlieues de grandes villes s'est répandu, vous l'avez dit, dans le centre de ville, parfois dans des petites villes. Et le problème, il est où? On va le dire. Moi, je vais vous le dire, c'est l'immigration et le manque d'assimilation. Oui, madame, c'est à chaque fois des gens qui refusent les règles communes, qui défient l'autorité de la France, l'autorité de la nation en s'en prenant à des policiers ou à des pompiers. Regardez vous-même qui est condamné quand ils le sont ou qui est arrêté. Et vous verrez très bien, c'est une évidence que ce sont des gens issus de l'immigration directement. On n'a pas le droit de le dire, il n'y a pas de statistiques écoutez, techniques. Je le dis, je le dis, et je le dis assez tranquillement, parce que les juges aujourd'hui deviennent les défenseurs du politiquement correct, et s'ils appliquaient les peines à chaque fois, ce serait reconnaître que le modèle d'assimilation a explosé, que ça ne fonctionne plus, qu'il y a des zones de non-France parce qu'on n'y reconnaît plus la France. Oui, madame, en le niant, ça n'est pas. On continue le problème. Mais il faut le dire. Mais ils sont français. Non, mais pardonnez-moi, parce que c'est très grave qu'on entend. Il y a des enfants qui ne reconnaissent pas la France. Vous avez fort heureusement en France des centaines de milliers et des millions de personnes issues de l'immigration, et j'en suis issues de l'immigration, qui se sont intégrées. Donc il faut aussi se poser la question de pourquoi. Bien sûr. Pourquoi il n'y a pas à un moment donné de l'intégration et pourquoi le système est grippé. On ne peut pas mettre tout le monde, pardonnez-moi, dans le même sac. Mais regardez, je lisais ce matin le compte-rendu des attentats des attentats du 13 novembre sur deux des prévenus qui ont eu une enfance tout à fait normale, qui sont allés à l'école, qui ont passé leur bac, qui ont eu un foyer uni et soudé. Donc il n'y a aucune excuse à trouver à ces gens-là. Bien sûr. Donc, je crois que je dis pas qu'il faut trouver des excuses. Kevin, on n'a pas entendu Kevin. Alors, moi, je suis en fait ce que voulait dire Laurent, c'est qu'il n'y a pas que les facteurs sociaux pour expliquer la délinquance. Il y a aussi le facteur culturel. Et je pense qu'il faut se tourner vers la science. Il y a un très bon sociologue qui a travaillé là-dessus. C'est Hugues Lagrange qui a sorti un très bon livre, Le déni des cultures, et qui a étudié les adolescents, notamment dans nos banlieues et autour d'une grande ville qui est la ville de Nantes. Il a remarqué qu'à statut social égal, même niveau de richesse, finalement, les adolescents qui venaient du Sahel commettaient 4 fois plus d'actes de délinquance que ceux qui étaient nés en France. Et quand ils venaient du Maghreb, c'était 2 fois plus, tout simplement parce qu'il y a un facteur culturel. Il est évident que quand on accueille des gens et qu'on ne les assimile pas, ils ne maîtrisent pas notre savoir-vivre, ils ne maîtrisent pas nos règles. Allez voir dans nos prisons, il ne s'agit pas de faire des statistiques ethniques, parce que là, ça concerne seulement les étrangers. C'est
un quart, en effet, de nos détenus, ce sont des gens qui sont étrangers. Donc, il faut aussi poser cette question, parce que si on s'arrête au facteur social, on ne s'en sort pas. Alors après, je suis d'accord avec ce qu'a dit Madame Berthoud. En effet, il ne s'agit pas de stigmatiser les gens issus de l'immigration, parce que la vérité, c'est que les gens qui sont les premières victimes de la délinquance aujourd'hui, ce sont les gens qui sont les immigrés, ce sont les gens qui sont dans ces quartiers, qui ne peuvent plus vivre dignement. Moi, j'ai une amie qui vit dans un quartier, elle me dit elle n'est plus libre de recevoir qui elle veut, tout simplement parce qu'avec le trafic de drogue, quand elle reçoit quelqu'un, on lui demande où vous allez, monsieur, où. Et une fois, elle a eu un problème avec sa voiture, on a délabré sa voiture, elle a été au commissariat pour porter plainte. Quand elle est revenue dans la cité, on l'a pris à partie, on lui a dit où tu as été, est-ce que tu nous as dénoncé, mais est-ce que c'est un climat qui est normal, ça? Donc la vérité, il faut arrêter de taper en effet sur tous les immigrés, mais on ne peut pas non plus mettre de côté qu'il y a un facteur culturel. Et moi, ce que je trouve formidable, c'est que quand je me promène dans Paris, quand je me promène en banlieue, il y a plein de gens issus de l'immigration qui viennent me voir pour me remercier, pour me dire bravo d'avoir cette parole libre. En effet, parce qu'ils en ont marre d'être assimilés à la racaille, et c'est ce que fait continuellement la gauche avec sa culture de l'esclavage. Il y avait un papier tout à fait, juste une seconde, tout à fait factuel sur les graffitis qu'on a découverts concernant les policiers, et le président d'Habitat 77, donc celui qui est responsable des HLM, à la fin du papier, donc une interview normale, disait oui, ce serait bien quand même que les gens aient plus à monter leur papier d'identité pour rentrer chez eux. Mais vous vous rendez compte où on en est quand même? C'est-à-dire que dans ces cités-là, aujourd'hui, les gens sont obligés, pour rentrer dans leur immeuble qui fait point de deal, de montrer leur identité. Ça rejoint ce que dit Kevin. Ce que Florence, en nous disant c'est dans le centre-ville de Lyon, il y a une espèce de montée de la violence dans l'ensemble de la société. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Au contraire, je veux dire, dans un certain nombre de parties de la société, la violence a reculé historiquement. Bon, il y a des... Non, c'est totalement faux. Non, attendez. Globalement, j'entends globalement, je renvoie aux travaux de Steven Pinker, qui a parfaitement fait la démonstration de ça. C'est un anthropologue canadien. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette façon de dire c'est l'ensemble de la société évite de pointer les problèmes là où ils se trouvent, justement. Parce qu'aujourd'hui, les centres-villes, toutes les villes, Montauban, ce militaire en retraite qui a été tué, moi j'ai discuté avec des gens qui habitent Nantes, vous ne pouvez plus être dehors après 11h du soir, dans le centre-ville. Le centre-ville de Rennes, c'est pareil. Les compagnons d'Emmaüs, en Bretagne, en coupe réglée par les Tchétchènes. Dijon, guerre des gangs entre Marocains et Tchétchènes qui se règlent à la mosquée. Moi, je veux bien. Je stigmatise absolument pas les immigrés. Bien au contraire, je pense qu'il faut les aider. Non, pas du tout. Pas du tout. Je dis que c'est une responsabilité de l'État. Où est l'État qui a laissé ça se mettre en place, qui a laissé ces dérives. Et des parents aussi. Mais c'est la responsabilité de tout le monde. Bien sûr que l'État a une responsabilité. Attendez, moi je voudrais finir. Là, on parle de la responsabilité des magistrats. On parle de la responsabilité de la justice, dont on attend une réponse qui soit une réponse sociale et qui soit une réponse à la hauteur de leur mission, au nom du peuple français. Ils rendent leurs décisions. Et là, ça n'est plus vrai. Ça n'est pas vrai. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité du ministre de la Justice qui, pour le coup, pourrait envoyer une circulaire au parquet en demandant à ce qu'il y ait plus de sévérité? Vous parliez tout à l'heure de la pomme qu'on volait. Mais comme on dit, c'est possible. C'est je ce ne sais disait plus lequel Mathieu d'entre nous a dit un magistrat. Mais non. Voyons, il y a d'abord un parquet. Il y a une unicité du parquet, et il y a un proc qui vient. Ensuite, il y a une collégialité. Ils sont trois. Florence, on ne peut pas dire que la violence diminue. Ça n'exclut absolument pas les analyses qui ont été faites avant. C'est pas antinomique. Mais il y a une généralisation, excusez-moi, ça c'est un anthropologue canadien qui regarde ça de loin. En France, toutes les statistiques le montrent. Hélas, il faut quand même qu'on regarde ça. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation vertigineuse de la violence. Gratuite. Toutes les statistiques le montrent. Et elles montrent autre chose. Non seulement il y a une augmentation des agressions, les agressions violentes, les agressions physiques, etc. Il y a une augmentation vertigineuse de la délinquance des mineurs. Je l'ai déjà dit à votre antenne et je ne cesse de le dire parce qu'on n'a pas l'air d'être inquiété par ce phénomène qui est un phénomène qui est finalement relativement récent. Il y a une augmentation absolument hallucinogène de la violence des mineurs. Et, encore une fois, il y a des homicides. Et les homicides, elles sont les plus élevées.
Juste un sondage CNews, certains ironiseront. 93% des Français, la sécurité est une préoccupation importante. Mais bien sûr, quand on ne peut pas rentrer chez soi librement, quand on a peur d'emmener ses enfants à l'école ou qu'ils rentrent tout seuls, bien sûr que c'est un problème parce que ça occupe l'esprit et qu'on n'est pas tranquille et que l'État doit assurer la tranquillité des citoyens. Vous disiez, et vous avez raison, que la violence des mineurs explose. 75% de ces violences de mineurs, elle vient d'où ? Des mineurs isolés, c'est-à-dire des mineurs étrangers qui sont arrivés sur le sol français, qui souvent sont mineurs à peu près comme vous et moi. Isolés, donc il y a un moment, sont admis dans les centres par les magistrats qui le savent très bien. Évidemment, tous les immigrés ne sont pas des gens violents et qui agissent contre la loi. Une énorme majorité même respecte nos lois. En revanche, la violence de rue est massivement, voire presque exclusivement aujourd'hui, le fait de personnes immigrés ou venant de l'immigration. Je suis désolé de le dire, c'est la réalité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a un président de la République qui ne joue pas le rôle de l'assimilation. Quelqu'un qui dit il n'y a pas une telle chose que la culture française. Quelqu'un qui sous-entend dans une interview à un journal en ligne que eh bien, les policiers, oui, font preuve de racisme et oui, agissent au délit de faciès. Eh bien, il envoie une excuse à ceux qui déjà détestent la France, il faut le dire, même s'ils ont leur carte d'identité française, qui agitent des drapeaux qui ne sont pas les drapeaux français et qui ont fait de certaines banlieues des banlieues où d'autres lois, celle de la charia par exemple, peuvent s'appliquer et d'autres économies, celle de la drogue s'appliquent. Il y a des zones de non-France en France. Tant qu'on l'acceptera, tant qu'on laissera une immigration débridée et incontrôlée arriver chez nous pour les mauvaises raisons et qu'on n'assimilera plus, eh bien ce sera un cocktail explosif. Mais la plupart sont français. Oui, mais il faut arrêter maintenant d'ouvrir les frontières. Oui, mais la plupart sont français. Aujourd'hui, on est confronté à ce phénomène-là. On parle tout le temps des banlieues, mais n'oublions pas non plus les espaces ruraux. Il y a un rapport qui est sorti du ministère de l'Intérieur qui a montré qu'il y avait une augmentation de 8% de la délinquance dans les espaces ruraux. En Bretagne, qui n'est pas une région, une terre d'immigration, il y a une augmentation de 20% de la délinquance, notamment dans les Côtes-d'Armor ou en Île-et-Vilaine. La vérité, c'est que finalement, cette hyperviolence se diffuse sur l'ensemble du territoire. Et moi, je pense qu'il faut aussi s'interroger. On délocalise les migrants aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis d'accord, mais il ne faut pas avoir que le prisme des... Vous savez, Laurent, je partage plein de choses avec vous, mais il ne faut pas avoir que les migrants dans le viseur. Je pense que derrière ça, il y a aussi une éducation qui ne se fait plus, le rôle des parents, des gens qui n'apprennent plus à leurs enfants la frustration, qui n'apprennent plus la frontière entre le bien et le mal. Et moi, je peux vous dire que pour avoir des élèves de 6e, de 5e, de 4e, 3e tous les jours en face de moi, je me dis, mais quelle société on nous prépare? La vérité, c'est que ces gamins sont formidables, ces gamins ont bien été élevés par leurs parents, mais vous avez une petite minorité qui ne maîtrise plus les codes sociaux, qui ne maîtrise plus les codes moraux et qui foutent le bordel partout. Et c'est ça qui est intolérable. C'est la tyrannie de la minorité qui tend à gâcher la vie de la majorité. Et c'est ça qui est devenu la société française. Non, mais attendez, l'État a une mission constitutionnelle, celle de la protection de sa population. Attendez. Et de ses policiers aussi, si on peut en parler. Non, mais la protection de sa population, et policiers y compris, évidemment. Donc, ce que je constate quand même, et je prenais l'exemple de ce qui s'est passé à Dijon, et en Bretagne, ce sont des Tchétchènes qui sont là, ce sont aussi du Kosovo, etc. L'État ne fait pas son boulot. Et faisant partie de l'État, il y a ce qu'on appelle la justice. Je suis désolé. Alors les parents, je suis bien d'accord. Vous avez... dans certaines régions de France, des enfants qui n'ont jamais vu leurs parents travailler, chômage massif, etc. Il n'empêche quand même que, d'abord et avant tout, c'est à l'État de faire son travail. Et aux élus. On va peut-être y arriver, mais et aux élus. Non, les élus, c'est pas l'État. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, s'il y a des rodéos dans votre ville, dans votre arrondissement? Mais alors, d'abord, on va pas faire un cours de droit, mais on est sous statut, loi PML, etc. Mais je vais vous dire, il y a aussi, alors il y a la loi, il y a les règlements. Nous, on a une maire de Paris dont je rappelle qu'elle a mis 5 ans avant de se convertir à la nécessité absolue d'avoir une police municipale. Bon, alors, on va mettre un temps fou à avoir les policiers assermentés, agrémentés, pardonnez-moi, qui ont l'agrément et assermentés. Moi, j'en ai 6, si vous voulez, qui ont l'agrément. Ça vous dit une petite idée évidemment, de la manière dont on peut... Ils ont des pulls. Et puis, il faut qu'on se parle.
Moi, j'aime beaucoup le philosophe Le Goff, qui d'ailleurs a une analyse assez critique sur la manière dont se passent les débats. Vous voyez là, par exemple, c'est très agréable. On a ce que lui appelle une conversation civique. Voilà, on n'est pas d'accord, mais on a une conversation civique. Mais où est-ce qu'on a maintenant une conversation civique ? Regardez ces débats de campagne présidentielle où c'est la surenchère et la confusion, mais générale. Celui qui comprend ce qui se passe, qui va avoir, on démarre d'ailleurs rarement avec quelques chiffres, des éléments de diagnostic, on va immédiatement à l'essentiel. Bon, d'abord parce qu'aussi, pardon, mais souvent, on n'a pas la chance d'être dans une émission comme celle-ci où on nous donne un peu de temps, donc on a 3 minutes. Donc 3 minutes, évidemment. Comment vous voulez construire un raisonnement, monsieur le professeur, en 3 minutes ? Vous allez donner, donc en 3 minutes, vous allez forcément, êtes forcément caricatural malgré vous. Donc ça, c'est quand même un drame de notre société. Et oui, la violence, elle a imprégné partout. Donc les élus, ils doivent aussi donner l'exemple. C'est quand même pas honteux de dire qu'on veut un monde dans lequel on fixe des règles. Moi, je suis pour les règles. Oui, bon. Oui. Donc, sauf qu'aujourd'hui, cette privatisation d'espace public dont vous parliez, alors qui va avec des petits délinquants, mais vous l'avez aussi avec des gens très bien, si j'ose dire, en tout cas sur le papier, qui vont trouver tout à fait normal à un moment donné de descendre avec les tables et les chaises, parce que ce soir-là, ils ont décidé de faire la fête jusqu'à 2h du matin, et qui ne vont pas comprendre que ceux qui vont travailler le matin ou qui ont des enfants, etc. Voilà. Et donc, ça, c'est la généralité. Vous voyez, donc, il n'y a plus de règles. Donc, il faut donner des règles. Mais surtout, pardonnez-moi, et j'en termine là, quand on ne respecte pas la règle, moi, je suis toujours obsédée par le fait que quand dans une rue, il y en a un qui ostensiblement pendant des semaines et des semaines ne respecte pas la règle, eh bien c'est vrai que je suis obsessionnelle et je dis celui-là, vous allez lui mettre une contravention parce que c'est un très mauvais exemple. La contravention, c'est du sursis, c'est rien. Alors, on marque une pause et je vous redonne la parole dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Alors, on avait un auditeur en ligne qui voulait réagir à notre débat. Pierre, bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour. Écoutez, je crois que de tout temps, la vie a toujours été un rapport de force. Et dans un monde qui s'est malheureusement ensauvagé aujourd'hui, il faut être, d'après moi, de plus en plus ferme. Et les peines n'ont malheureusement pas suivi par rapport à la situation d'aujourd'hui. Et ce qui me fait toujours sourire, c'est de voir un certain monsieur qui s'appelle Cohn-Bendit, révolutionnaire en 1968, qui a poussé un petit peu à cette société d'aujourd'hui, qui aujourd'hui est rangé derrière monsieur Macron, en train d'expliquer à la télévision que tout va bien, qu'il faut modifier la société, etc., alors que ça a été quand même un des premiers responsables de la situation d'aujourd'hui. Moi, je crois très franchement que on ne pourra s'en sortir que si derrière, bien sûr, il y a des peines de prison prononcées. Oui, mais il n'y a pas de prison. Alors attendez, c'est vrai qu'on explique que les prisons sont pleines, mais que je sache, nous avons des lycées internationaux dans le monde entier. Pourquoi nous n'aurions pas des prisons dans le monde entier, sachant que derrière, il y a des prisons vides dans des pays, notamment, je pense qu'à la Suède ou je ne sais plus où que l'on pourrait louer pour éventuellement mettre ces prisonniers. Je crois qu'il n'y a pas de frontières pour la délinquance, me semble-t-il. Non, mais le problème, c'est ce que nous disait tout à l'heure Mathieu Valette. Je vous encourage vraiment à réécouter cette interview qui était assez glaçante, et il était très en colère parce que oui, il dit on va faire des hommages, on va allumer des bougies, mais il faut construire des prisons. Il y a que ça, et la prison n'est pas le lieu de l'apprentissage de la délinquance, c'est la rue et la non sanction qui fait ça. Merci Pierre. Oui, et surtout, je crois qu'il faut faire confiance en la police. Enfin, ce sont des gens qui sont responsables, et à un moment donné, ce n'est pas normal qu'on les empêche, par exemple, d'utiliser leurs armes parce qu'ils ont peur des suites judiciaires. Non, mais c'est pas que des suites judiciaires. Il nous expliquait, ce policier, que le policier qui a été agressé a bien fait de ne pas utiliser son arme. Sinon, on l'aurait volé. Parce que, oui, ça pouvait se retourner contre lui. Mais il a prononcé un mot, Mathieu Valette, tout à l'heure. Il a dit ce sont des animaux aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui n'ont plus la conscience du bien et du mal, et qui ne savent pas, et c'est ce que dit Maurice Berger, ce pédopsychiatre qui alerte depuis des années, et qui dit que ce sont des enfants avec qui on n'a pas joué, qui n'ont pas été éduqués, qui n'ont pas le sens du bien et du mal. Et cette phrase terrible, quand il dit à un jeune qui a failli en tuer un autre, pourquoi tu ne l'as pas tué? Et il dit parce qu'on m'a tiré par la capuche. C'est terrible. L'être humain est un animal, et la différence d'une civilisation avec une horde de bêtes, c'est que nous sommes civilisés, nous avons des règles et que nous les faisons appliquer. À partir du moment où on ne les fait pas appliquer, à partir du moment où dès le plus jeune âge on n'explique pas où est le bien,
Où est le mal? À partir du moment où sur des murs, il y a des récompenses pour le fait qu'on viole une policière ou qu'on tue un policier. Eh bien, on est dans une société complètement déphasée où toutes les outrances sont permises. Si dès l'âge de 4-5 ans, les images que vous voyez vous laissent imaginer que vous pouvez envoyer un tir de mortier sur un policier et le lendemain trafiquer dans la rue sans être inquiété, eh bien, c'est ça qui va s'imprimer dans votre cerveau. Et donc, il faut aujourd'hui, non pas qu'on durcisse forcément toutes les lois, mais qu'on les applique. La place d'un voyou, c'est en prison, point barre. On a essayé de repeindre les cages d'escalier à coups de milliards de politiques de la ville, ça marche pas. On a essayé la logique de l'excuse, les pauvres petits, vous savez, s'ils sont délinquants, c'est que la société a été méchante, ça ne marche pas. Eh bien, nous, on propose de maintenant essayer vraiment la fermeté. Oui, il faut construire des places de prison. Oui, même à 14 ans, quand on fait un acte, eh bien, on passe une semaine dans une prison spécialisée. Je comprends, mais vous ne réglez pas la peur des gendarmes, ça a joué bien sur sûr, nous. Hein. Mais là, aujourd'hui, les gendarmes et la police sont devenus un gang ennemi qu'il faut attaquer. Ça démarre dès l'école. J'ai parlé de 4 ans, c'est ça. Je comprends, mais c'est dès l'école. Quand on est dans une espèce de société où tout est possible, où il n'y a pas des règles, où finalement on est beaucoup plus préoccupé de légiférer pour interdire aux parents de donner une fessée. Je ne dis pas que c'est bien de donner la fessée, mais où est-ce qu'on en est arrivé où, quoi? C'est-à-dire que il y a quand même la question des droits et des devoirs qui est au moins aussi importante. Et c'est pas cette loi-là qui va empêcher à des parents tortionnaires qui existent et qui hélas continueront à exister de faire avancer les droits de l'enfant. Les droits de l'enfant ne se mesurent pas à une loi sur la fessée. Il y a deux choses. En effet, tout d'abord, il y a le rôle des parents. Donc, il y a les parents font souvent un travail formidable autour de leurs enfants, mais encore une fois, il y a une minorité qui ne joue pas le jeu, qui laisse leurs gamins complètement de côté, et surtout, parfois, il y a des parents qui élèvent leurs enfants dans la haine de la France, dans la haine de la République, et pour eux, finalement, l'école, c'est un affront, la laïcité, c'est un affront, et la France, c'est un pays sur lequel on doit cracher. Ça, malheureusement, ça existe. En plus de cela, il y a l'école républicaine qui était envahie par l'idéologie 68arde avec cette culture de l'excuse qui est toujours très présente, où les gamins finalement ne sont jamais sanctionnés quand ils insultent, quand ils tapent, etc. Ou alors il faut attendre beaucoup de faits pour en effet qu'il y ait un conseil de discipline. On ne s'en sortira pas comme ça. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les gamins réclament des règles, les gamins réclament des sanctions. Ils veulent qu'on leur donne des limites et finalement par idéologie, on ne leur en donne plus. Et c'est pour ça que notre société est en train de s'écrouler, parce qu'elle est en train de pourrir à la base au niveau éducationnel. Bon, voilà, ce sera le mot de la fin. Bon. Merci. Mais espoir, ça se corrige. Non, on n'a pas le temps. Et on ne parle pas de la ville de Paris où Madame Hidalgo veut qu'on travaille avec nos impôts 55 heures de moins par an. Bon, donc voilà, donc c'est le cas. Payé par le contribuable. Donc bien sûr, ça s'appelle le socialisme, c'est pas une découverte. On travaille. Elle a traité un journaliste de stupide. On travaille. Et Zemmour de guignol. On travaille 55 heures de moins. Et même quand il y a une loi, puisqu'il y a une loi en 2019 à juste titre pour dire qu'on est tous égaux devant la loi. Eh bien, il y a eu des rapports de la Cour des comptes, etc. Et on n'avance pas sur le sujet. Parce que pour avancer, il travaille que 32 heures, alors ça serait trop long à expliquer. Mais vous savez, c'est cette espèce de clientélisme malsain où on met pas les mains dans le cambouis et où on ne gère pas les dossiers. Quand on veut que ça fonctionne, eh bien, il faut gérer, il faut aimer gérer, et surtout il faut mener des négociations. Et pour mettre des négociations, ça va mettre des journées. Voilà, donc il faut s'impliquer, il ne faut pas laisser un on est en train de voyer le son qui monte, mais on vous réinvitera pour que vous nous expliquiez tout ça. On parlera des 32 heures et des 35 heures et de tout ça. Mais c'est débile. Des questions débiles, voilà. Merci dans un instant, André Berco. Sud Radio.